Togo est fou. Le Togo à votre portée. Nous revenons dans l'émission au cours de laquelle nous décryptons l'actualité et nous recevons pour vous notre confrère Dimas Dikodo. Dimas Dikodo qui était en train de nous parler justement d'un certain nombre de choses qui se passent dans le pays qu'il a, avec ses rédacteurs, ses confrères dénoncés. Et nous allons le laisser souffler un tout petit peu et nous reviendrons. Le temps pour nous de nous tourner vers notre invité, j'ai nommé Sénat Alipuy. Il est le 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Il est le président du groupe parlementaire UFC. Monsieur le député, une fois encore, bienvenue à Radio Lomé. Bonsoir, rebonsoir et merci beaucoup. Je tiens à apporter une petite précision. Depuis mon élection comme 3e vice-président le 25 mars 2021, j'ai remis ma démission comme président de groupe parlementaire et nous avons procédé à l'élection de l'honorable Moïse Komi Agbanou, le député du ZIO, qui est le nouveau président de groupe parlementaire. Bon, comme je continue à jouer une partie de son rôle pour faire la transition, cela sème un peu de confusion, mais dans les faits, j'ai bel et bien quitté cette fonction-là. Impeccable. Alors, nous sommes tout heureux et nous savons que vous avez participé activement à la concertation nationale entre acteurs politiques. Et les conclusions sont sorties, mais apparemment, vous ne vous êtes pas trop entendu à cette concertation avant que les conclusions que nous avons, qui sont très longues, au total 15 pages, ne sortent. Que s'est-il passé concrètement? Je pense qu'il est très important de respecter le peuple togolais. Et nous, politiques, comme d'autres corps, nous devons nous professionnaliser, nous devons faire preuve de sérieux dans le travail que nous faisons. Pour nous retrouver au dialogue, le critère retenu est d'avoir participé à une des 3 dernières élections, législatives de 2018, locales de 2019 et présidentielles de 2020. À l'issue de ces 3 élections, il y a 21 partis qui répondent à ce critère et qui ont été invités. Il y en a 17 qui ont répondu favorablement et ensuite le quart s'est retiré et nous nous sommes retrouvés à 16. Et nous avons donc fait le travail que 16 partis sur 21 peuvent faire, ce qui fait une proportion d'environ 80% des personnes invitées et qui ont fourni ce travail-là. Qu'est-ce que vous avez fait à ces partis-là pour que ces partis vous quittent? Ils ne nous ont pas quittés pour des raisons de stratégie politique. Certains ont préféré ne pas participer à la discussion et pour des raisons qui leur sont propres. D'autres ont donné l'impression d'avoir quitté la discussion alors qu'en réalité, si on veut respecter les choses à la lettre, ils n'en sont pas partis. C'est un coup politique. Alors, je parlais de respect tout à l'heure parce que je pense qu'il est temps qu'on dise la vérité aux Togolais et qu'on arrête de les mener en bateau. La vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que quand il y a un problème et que vous êtes convaincu que vous avez raison et que la vérité ou ce que vous estimez être la vérité est de votre côté et que vous en avez les preuves, vous êtes le premier à rechercher un climat apaisé pour pouvoir expliquer votre position et convaincre par les arguments que vous allez développer ou par les preuves que vous allez apporter. J'ai beaucoup apprécié le professionnalisme dont mon aîné plutôt, je voulais dire, M. Dikodo faisait preuve tout à l'heure lorsqu'il parlait. Il prenait le soin de préciser qu'il a les noms, il a les contacts, il a des preuves. Donc, il ne parle pas en l'air. Et c'est très, très important qu'on ne parle pas en l'air. Et c'est ça le journaliste. C'est ça le journaliste. Et je pense que les politiques aussi doivent s'inspirer un peu de cette démarche-là, de professionnalisme, par respect pour eux-mêmes d'abord et ensuite par respect pour le peuple. Ceux qui ne sont pas venus, pour certains, souhaitaient une discussion bilatérale, ce que je trouve n'est pas très respectueux vis-à-vis des autres. Et ensuite, ne peuvent pas apporter quoi que ce soit de tangible pour soutenir leur argumentaire. Donc, il ne m'appartient pas de les juger, mais ce que je veux dire, c'est que sur les partis politiques qui remplissent les critères retenus pour participer au dialogue,
soit 21 partis sur les 120 que compte le Togo, il y en a 16 qui ont travaillé sur ce document-là et donc dont les conclusions engagent. Et donc 80% des invités ont produit ce document de 51 points d'accord. Et je pense donc que d'un point de vue légal et d'un point de vue de la légitimité, ce document est entièrement valide. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 personnes continuent à crier au loup qu'ils ont forcément raison. C'est un peu cela. Donc ce document nous engage, il est totalement valide et il y a des partis, je ne veux pas en nommer, qui ont participé aux travaux. Mais est-ce que c'était encore important que vous, acteurs politiques togolais, vous vous rencontrez dans une concertation nationale entre acteurs politiques Est-ce qu'on n'a pas eu trop de rencontres entre acteurs politiques, trop de dialogues entre acteurs politiques au Togo et qui jusqu'à ce jour n'apportent rien à proprement parler aux Togolais lambda? Non, je pense qu'il est important de se parler, de continuer à se parler, et c'est ce qui crée la confiance. Lorsqu'on ne se parle pas, chacun de son côté à s'imaginer que l'autre complote quelque chose. Lorsqu'on se parle, on apprend à se connaître, on apprend à faire des compromis et on apprend à travailler ensemble. Alors, je vous expliquais donc qu'il y en a que je ne veux pas nommer, qui ont participé aux travaux et qui veulent manger 2 fois. C'est-à-dire que les propositions qu'ils ont faites et qui ont fait l'objet d'un consensus et sont contenues dans le document que nous avons sorti, donc une partie de leurs revendications qui a reçu l'assentiment des autres partis est dans le document. Vous avez écouté Jean-Pierre Fabre à l'entame de cette émission? Oui, il n'était pas aux discussions et donc je pense je ne sais pas si les rapports lui ont été faits correctement, mais quand je l'entends, cela ne ressemble pas au travail que nous avons fait. Il y a des revendications de l'ANC, puisque la règle d'or, c'est que ce n'est pas que UNIR est majoritaire et nous sommes minoritaires. La règle d'or de ce dialogue, c'est le consensus. Si une seule personne n'est pas d'accord, c'est suffisant pour qu'on ne puisse pas avoir un point d'accord. Et ils ont participé aux travaux jusqu'à la fin. Et les propositions que eux ils ont faites et qui ont été... Pas jusqu'à la fin, ils sont partis avant que vous ne clôturiez votre concertation. Vous savez, je suis un monsieur sérieux. Je ne cherche pas à être populaire et donc je ne mens pas en politique. Je préfère n'avoir que 3 militants derrière moi, mais tenir un langage de vérité du lundi au dimanche. L'ANC n'a pas quitté la CNAP. Si nous devions regarder la méthode par laquelle ils ont fait ce cirque à la dernière minute... Vous appelez ça cirque? C'est un cirque. Parce que c'est des gens qui ont fait des études, j'imagine. Ils sont dans une assise qui a un règlement intérieur qu'ils ont accepté comme règlement intérieur. Et ce règlement intérieur que j'ai ici, en son article 3, est précis. Tout membre de la CNAP peut démissionner et perdre sa qualité de membre. La démission est adressé à la présidence de la CNAP. Il en informe la plénière qui prend acte. C'est-à-dire que si vous êtes membre de la CNAP, comme l'était l'ANC, ou comme l'est l'ANC, et que vous voulez quitter la CNAP, vous devez écrire au président de la CNAP. Et il y a 2 présidents de la CNAP. L'ANC dit avoir écrit. Oui, et c'est pourquoi je vous dis que moi je vous tiens un langage de vérité. Je peux vous donner le document à lire pour vos auditeurs que je ne vous mens pas. Je vois le document, vous l'avez en main. Je suis coprésident de la CNAP. Donc, je suis un des 2 présidents de la CNAP. Le deuxième président de la CNAP est M. Akleso Acholi. Et ni lui, ni moi n'avons reçu... Acholi, il faut préciser qu'il est président du groupe parlementaire UNIR, qui est le groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée. UNIR est né des cendres du RPT. RPT, absolument. RPT, UFC qui ont un accord. Est-ce que cet accord-là, à ce jour, est encore valable? Ne nous égarons pas. Non, c'était une parenthèse, mais est-ce que vous voulez bien répondre? Est-ce que cet accord est valable? Cet accord est exécuté entièrement et n'est plus valable. C'est exécuté entièrement et n'est plus valable. Nous sommes 2 entités politiques libres. Nous avons d'excellentes relations, mais chacun est libre de conduire sa politique. Bien, vous continuez dans votre logique. Donc, ni moi, coprésident de la CNAP, ni M. Achole, coprésident de la CNAP, n'avons à ce jour reçu une quelconque lettre de suspension ou de départ d'un parti de la CNAP. Autrement dit, si un parti politique envoie une lettre à un autre parti politique pour dire que lui quitte, ou bien va dans les médias pour dire qu'il quitte, c'est bien.
Dans les faits, on constate qu'il n'est plus là. Mais si on veut aller de façon légale, en regardant sur les textes, une base légale, les textes qui nous régissent, c'est nul et sans importance. La lettre qu'ils ont adressée au ministre de l'administration territoriale le 12 juillet, et donc qui n'a pas de valeur juridique, puisqu'il ne peut pas être le destinataire d'une lettre de suspension, de démission. Il ne préside pas le dialogue. Au terme du règlement intérieur que nous avons tous signé, qui est là. Donc c'est pour vous dire que, de toutes les façons, nous n'avons pas, suite à cette lettre-là, modifié quoi que ce soit. Ils disent qu'ils sont partis. Si c'est à la radio qu'il faut le dire, dans la mer, au ciel, sur terre, partout, il n'y a pas de problème. D'un point de vue légal, article 3 de notre règlement, nous n'avons reçu aucune lettre. Aucune correspondance venant de l'ANCI. Non. Bien, alors, les correspondances que le ministre a reçues comme rapporteur, il les a partagées avec nous. Mais il y en a reçu en mai, il en a reçu en juin. C'est des lettres qui nous prennent en otage, puisque nous avons une règle qui est le consensus. C'est-à-dire que si tu viens avec une idée, tu dois convaincre les autres. Et c'est si les autres acceptent qu'on va le mettre comme point d'accord. Si tu n'as pas convaincu les autres, pourquoi toi, ce que toi tu veux, c'est plus important que ce que tout le monde veut. Si tout le monde faisait ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a plus de dialogue. Il y a la question de la CENI technique que j'abordais il y a 2 jours. Il y a un parti qui a posé le problème de la CENI technique. L'idée était très alléchante. On a dit oui, c'est une très bonne idée. Mais on essaie de voir, est-ce qu'on peut le faire maintenant? On a dit non. Mais on a dit, mais c'est une bonne idée. On va continuer à en discuter pour voir comment on peut le faire plus tard. Donc nous allons continuer à en discuter. Ce parti-là n'est pas sorti pour faire des conférences de presse pour dire que oui, ils ont refusé la CENI technique, donc ils ne veulent pas une bonne CENI. Non. Continuez de me regarder droit dans les yeux. Oui. Et comme vous dites la vérité. Dites-moi et à mes auditeurs en ce moment, est-ce que vous êtes réellement le parti de l'opposition au Parlement dominant? Oui, absolument. Bien. Est-ce que vous avez le chef de file de l'opposition au Togo? Oui, nous sommes chefs de file. Quand vous étiez à la table de discussion, vous avez constaté qu'il y a un certain nombre de vos camarades de l'opposition qui étaient absents. En tant que parti chef de file de l'opposition, qu'avez-vous fait? La première chose que nous avons fait comme chef de file de l'opposition, quand nous sommes arrivés à la table de discussion le 14 décembre, comme tous les autres partis, nous avons demandé la libération de Mme Adjamagbo, qui était en détention. Parce que nous avons dit... C'est vous qui avez réclamé cela? Nous avons unanimement réclamé sa libération. Le gouvernement nous a expliqué que c'est un dossier qui est pendant devant la justice. Nous aussi, nous le savons, mais ça ne nous empêche pas de faire de la politique et de demander, pour des raisons humanitaires, qu'on la libère pour que tout le monde se sente à l'aise pour venir participer à la discussion. C'était l'esprit dans lequel nous avons fait cette démarche. Bon, elle a été libérée, ils ne sont quand même pas venus. Donc, à un moment donné... Et qu'en est-il des autres qui sont emprisonnés pour la politique? Alors, concernant les détenus politiques, je vais prendre le cas des incendies, des marchés, puisqu'il y a encore des gens détenus dans ce cadre-là. Nous avons dit dans les résolutions, dans une des résolutions, des points d'accord, qu'il faut soit les juger ou bien abandonner les charges. C'est écrit dans le document. Dimas l'a dit un peu plus haut, nous n'avons pas encore fini de pleurer ce qui nous est arrivé avec l'incendie de ces 2 marchés. Oui, donc c'est un point d'accord. Donc soit il faut les juger ou il faut les libérer. On ne peut plus rester dans cette situation de on ne les juge pas et il y en a qui sont en prison. Alors que les leaders de ces partis ont de belles maisons, ils ont une belle vie. Et c'est peut-être des gens qui les ont suivis qui sont gratuitement en prison. Donc, c'est des choses que nous avons demandées, qui sont acceptées, qui sont dans le document. Vous êtes de l'UFC, je voudrais savoir qu'est-ce que l'UFC a pu apporter comme contribution active à cette concertation-là. Il y avait beaucoup de points que nous avions. Donnez-nous un point pour saillant. Aller à ces discussions. Je vais vous en donner en fait plus qu'un. Plus qu'un? Oui. Nous avons demandé que les délais soient prolongés parce que souvent, quand on va à l'élection, vous sortez de là, on vous dit mais vous avez 2 jours pour faire le recours. Alors qu'une partie des résultats doit descendre du nord et tout cela. Donc vous verrez dans le document que les délais sont
prolongé maintenant. Ça ne va plus être... Oui, les délais sont prolongés. Donc, vous voulez dire que ça, c'était une préoccupation de l'UFC? C'était une préoccupation de l'UFC qui a été prise en compte. C'est une préoccupation que d'autres partis également, comme le NET, ont exprimée. Donc, c'est une préoccupation partagée. Donc, le document que j'ai ici, ce sont les propositions que l'UFC a faites. C'est un catalogue des propositions que nous avons faites. Chaque parti est venu avec son catalogue. Est-ce que je peux voir ce document-là? Oui, juste le toucher? Oui, je peux vous le donner. En pleine émission, pendant je pense que maintenant qu'on a... voir, il est de combien de pages? Pour le dire à mes auditeurs. C'est un document de 7 pages. Oui, je vais le regarder pour confirmer si réellement c'est un document que l'UFC a amené. Et oui, un document de 7 pages, document signé par Lokadi et Solabin Akomi le 1er février 2021. Oui. Bien. Comme je vous l'ai dit, ma marque de fabrique est que je ne mens pas, quitte à être impopulaire. Donc, l'augmentation des délais, ça c'est une des choses que nous avons obtenues. On a demandé aussi que tous les partis politiques tiennent un congrès, au minimum tous les 5 ans. C'est aussi acté dans les résultats. On a demandé qu'on revoie le financement de l'État aux partis politiques. Et ça va être significativement augmenté. Mais pourquoi vous, les partis politiques, vous voulez que l'État vous finance? Si l'État vous finance, c'est que l'État vous tient. Non, pas du tout. Tout comme nous voulons que les partis politiques soient mieux financés, nous voulons aussi que la presse soit mieux financée, parce que nous, dans notre perspective, beaucoup de problèmes que nous avons sont dus à un sous-financement de notre économie. Alors, donc, vous parliez tout à l'heure de corruption, vous parliez tout à l'heure on veut nous donner des cadeaux, mais... Et puis de manque de matériel dans les administrations et ici on vous et dit là. qu'il n'y a pas d'argent. Si notre économie est correctement financée, on a de l'impôt sur le revenu, on a un niveau de taxation qui est raisonnable. Vous verrez que c'est les municipalités qui vont se charger d'acquérir ce matériel-là pour leur municipalité. Et toutes les municipalités ayant des besoins différents, peut-être la municipalité qui abrite le port, compte tenu du fait que c'est le port, aura une caserne de pompiers de, je ne sais pas, 100 véhicules, alors que la municipalité de Vaud 1 ou Vaud 2 n'en aura qu'une. Alors, quels sont les enjeux de cette rencontre à la concertation sur les échéances à venir? Donc, je vous donne un dernier point avant de revenir sur les enjeux. D'accord, allez-y très rapidement. L'UFC a également demandé qu'on ait un cadre permanent de dialogue. Et c'est également acté. C'est acté. Il y a des choses qu'on a demandées que nous n'avons pas obtenues, comme une subdivision, une revue de la façon dont le Togo est divisé en 5 régions, mais ça n'a pas rencontré l'assentiment des autres. Il y a des choses qu'on n'a pas eues. Donc, il y a des choses qu'on a eues, il y a des choses qu'on n'a pas eues. Et c'est ça la politique, c'est ça la négociation. Il faut pouvoir faire des compromis. Tu viens, tu demandes ce dont tu as besoin. L'autre aussi a des besoins. Et on voit où est-ce qu'on peut s'entendre. Mais ce n'est pas que je demande ce que je veux. Est-ce que le compromis vous arrange ou vous embrigadez dans un carcan? Non, on prend ce qu'on nous offre maintenant. Vous ne pourrez pas vous libérer. Non, on prend ce qu'on nous offre maintenant et nous allons continuer à discuter pour voir si on peut obtenir plus. Alors l'autre aussi perd quelque chose en nous donnant ce que nous voulons, mais lui aussi doit gagner quelque part. Donc c'est donnant-donnant. Ce n'est pas que si moi je n'ai pas tout ce que moi je demande, donc c'est que tout ce qui se passe n'est pas bon, je vais sortir, appeler la presse, appeler mes oncles, mes tantes et faire un grand deuil. Ce n'est pas de la politique. Voulez-vous dire que c'est ce que les autres font? Vous pouvez le constater vous-même. C'est-à-dire qu'on fait du tapage comme des enfants qui réclament des sucreries. Alors, les enjeux de votre rencontre sur les échéances à venir sont lesquels, très rapidement? Nous, les 3 gains importants que nous avons faits dans ce dialogue, le premier, c'est que le cadre électoral est amélioré. Maintenant, lorsqu'il y aura une élection, dans les bureaux de vote, nos délégués pourront prendre des photos des PV. Parce que souvent, c'est les PV qui est absent. Les gens disent j'ai gagné, ils n'ont même pas un PV. Au niveau des CENI... Mais est-ce qu'avant quelqu'un vous interdisait cela? Non, mais c'est des choses que nous sommes en train d'acter. Ça a force de loi maintenant. Et à partir de ce moment, maintenant, nous formons nos militants. Pour que si vous êtes à la CELI ou dans le bureau de vote, vous le demandez, on dit non. Donc c'est la personne qui dit non qui viole la loi. Donc c'est un processus continu, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, se réaliser maintenant. Nous pensons que sur 5 ans, sur 10 ans, les mesures que nous prenons aujourd'hui, avec une bonne formation de nos représentants dans les bureaux de vote et de nos militants, ça va commencer à être des choses qui sont ancrées. Mais quand vous parlez de vos militants actuellement, l'UFC n'a plus assez de militants à voir les résultats que vous avez obtenus aux échéances passées. Bon, c'est une question de proportion. Et puis depuis 2010, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'UFC. Nous sommes plus petits.
selon les propos que tiennent la presse, que dans la réalité. Nous sommes vendredi soir. À cette heure-ci, j'étais à Dapaon il y a exactement une semaine. Une semaine. Oui. Et le samedi qui a suivi, donc le lendemain, justement avec le journaliste même qui est là, nous sommes allés à Mandouri, nous sommes allés à Naki-Est, ensuite nous sommes allés à Bogou, Mango, Barkwasi, Gando. Vous avez vu ces populations-là? Vous les avez rencontrées? Les photos sont disponibles. Est-ce que vous avez vu les conditions dans lesquelles ces populations vivent? N'allons pas vite en besogne. Je réponds aux questions une à une. Oui. Vous me demandez s'il y a encore même mon ombre qui me suit. Non, puisque vous avez répondu à la question, non, que vous êtes allé à la rencontre de ces populations, je pourrais être en train de vous mentir. Donc, je vous en prie, laissez-moi aller au bout. Parce qu'on annonce que nous sommes décédés. Pourtant, nous sommes bien vivants. Vous êtes vivants. Cette rencontre ne visait qu'à rencontrer les fédérations de notre parti. Les fédérations. Et il n'y a pas un seul endroit où nous avons été, où nous n'avons pas eu près d'une trentaine de personnes. Ces fédérations vivent? Elles vivent. Celles qui sont incomplètes, des volontaires se sont proposés pour compléter ces fédérations-là. Et si c'est qu'il n'y avait pas la Covid, on aurait eu plus que cela. Mais ça, on n'est même pas encore allé au niveau des populations. Bon, maintenant, si on veut aller au niveau des populations, les photos sont disponibles sur mon site www.alipui.com et sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sénat Alipui, chaîne officielle. Les vidéos même de nos réunions. Les auditeurs vont vérifier avec moi. Peuvent aller voir qui était là et qu'est-ce qu'on a dit, le climat dans lequel ça s'est passé. Et vous verrez si je mens ou si je dis la vérité. Bien. Maintenant, si on veut aller scientifiquement, pour terminer, aux dernières élections législatives, nous avons eu 6% des suffrages exprimés avec 7 députés, une centaine de milliers de voix. Aux élections locales, nous avons présenté des candidats sur 39 listes. Ce n'était pas une élection trop importante pour nous parce qu'on sortait des élections législatives fauchées, je vous dis la vérité. Et donc, on a juste essayé de voir les points où on peut avoir quelque part. On n'a pas présenté dans les 117. Sur les 39 zones où on a présenté les gens, on a eu 44 conseillers. Donc, au moins une personne par zone. Donc, partout où on a présenté des candidats, on a eu des résultats et on a eu des suffrages d'environ 3%. En nous basant sur les 6% des législatives et des 3% pour les présidentielles, des locales, on s'est dit, mais on ne peut jamais gagner une présidentielle dans cet état-là. Il vaut mieux qu'on garde notre argent et nos forces pour nous réorganiser et être un peu plus forts avant de nous aventurer dans des histoires plus sérieuses. Alors, avant de vous aventurer dans des histoires plus sérieuses, que comptez-vous faire pour mobiliser la troupe, si je peux le dire comme cela, derrière vous, pour pouvoir marquer votre passage dans cette histoire ou ces histoires plus sérieuses? Alors, la première chose que nous faisons l'état de la situation, qui est de savoir quel est l'état de nos troupes un peu partout. Et donc, nous avons déjà bouclé une tournée dans la région maritime, dans la région des plateaux. Dans la région des plateaux, il ne reste que le Haho et le Moyen Mono qui n'ont pas reçu notre visite. Nous avons bouclé une tournée dans l'ensemble de la région des Savanes. Et donc, il ne reste que la région de la Kara et la région centrale. Et ça va être fait d'ici fin août. C'est pour aussi rendre compte du travail parlementaire. Une fois que ce travail de reddition de comptes et d'état des lieux est fait, nous allons commencer à rassembler nos forces. Tous ceux qui nous ont quittés et sont partis à l'ANC ou ont créé leurs propres partis politiques ou se sont éloignés de nous, nous allons essayer de les ramener à la maison. Parce que les enfants de la Blodé, les authentiques, c'est nous. Vous pensez que vous pouvez les faire revenir? C'est le défi que nous nous sommes lancés et peut-être avec votre aide, nous y arriverons. Alors, rassembler, et c'est lorsqu'on sera ensemble et qu'on sera plus fort qu'on va voir maintenant quelle distance avec les forces que nous avons, nous pouvons parcourir. Mais nos ambitions sont modestes. Je vous le dis, pour les prochaines législatives, cette fois-ci on est 7. Si on peut être 10, 15 ou maximum 20, sur 5 ans, 6 ans, c'est déjà un progrès. On vise la majorité pour dans 15 ans, peut-être, on verra. Alors, mais ça dépend de comment vous allez réagir. Les populations vont réagir à la Blodé nouvelle version. À Blodé nouvelle version, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes 7, vous le dites bien, oui, mais nous voulions savoir qu'est-ce que, depuis que vous êtes à l'Assemblée, l'UFC fait pour contribuer au développement du pays, au bien-être du dernier des Togolais qui, à la limite, difficilement trouve à manger une fois par jour. Alors, lorsque nous sommes allés aux élections législatives en 2018, nous avions un projet de société. Et ce projet de société, nous l'avons rendu public. Il est disponible sur ma page www.alipui.com, au bas de la page complètement. Nous avons notre projet de société qui nous sert de repère,
et de boussole. Donc, c'est-à-dire que quand le gouvernement et la majorité parlementaire amènent un texte, nous regardons ce qu'il y a dedans et nous le comparons avec notre projet de société pour voir, mais est-ce que dans ce qu'ils amènent là, ça correspond à ce que nous aurions fait si nous étions majoritaires. Et je vais faire un petit exercice qui va prendre moins d'1 minute. Je sais que le temps file. Oui. Quand je regarde les mesures qu'un gouvernement de la Blodé aurait fait, c'est-à-dire que si on avait eu la majorité et qu'on nous demandait de former un gouvernement en 2018, ce que nous aurions fait, sur le chapitre des réformes politiques, nous aurions soumis un projet de loi limitant les mandats présidentiels, législatifs et municipaux à 2. Ça, c'est ce que nous aurions fait. Actuellement, le mandat est limité. Donc, quand UNIR a amené ça, ça correspond à ce que nous aurions fait. On peut cocher. Limiter à 2 tours les élections présidentielles, législatives et municipales. C'est aussi fait. Soumettrons au projet de loi pour amnistier les crimes politiques, économiques et les crimes de sang de 58 à 2018. Ce n'est pas fait parce que nous n'avons pas la majorité. Nous pouvons le proposer ou continuer à discuter pour voir si UNIR va amener ça et le faire. Donc ça, ce n'est pas fait. Beaucoup de choses, libération de l'ensemble des détenus politiques et économiques, les prisonniers de droit commun obtiendront une remise de peine de 75%. Donc, organiseront les élections municipales, c'est fait. Organiseront différents états généraux, c'est fait. Il y a des choses qu'on aurait voulu faire au plan économique que nous n'avons pas pu faire parce que nous n'avons pas la majorité. Réduire la TVA de 18% à 10% dans un premier temps et ensuite de 10% à 5%. Est-ce que vous avez déjà quand même fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale dans ce sens-là? Il faut voir le contexte dans lequel nous sommes. Donc, je finis rapidement et je réponds à votre question. D'accord. Ces réductions de la TVA auraient eu une incidence financière sur notre budget de l'époque de 119 milliards. Mais on s'est dit que si on ramenait la TVA à 5% et que nous sommes dans un processus de décentralisation permettait aux communes de taxer selon leurs besoins, ça comblerait le gap. Donc vraiment une fiscalité attrayante, une réduction de l'impôt sur les sociétés industrielles de 27 à 20%, pour les sociétés commerciales de 30% à 25%. Les revenus inférieurs ou égaux à 40 000 ne seront pas imposables. Et on parlait de relever le SMIC à 50 000. Quand bien même moi je suis un libéral, il faut déréguler. Dans un pays qui est encore pauvre, qui n'a pas un tissu industriel encore solide, on ne peut pas ne pas avoir de filets sociaux. Donc, le programme Novici... ANADEB va vous dire qu'il y a des filets sociaux. Oui, c'est de très bonnes choses que l'ANADEB fait. C'est de très bonnes choses que le gouvernement fait. Mais je vous dis ce que nous aurions fait si nous étions en majorité. Bon, nous ne sommes pas ici en campagne. Tout à fait. Mais c'est pour vous dire que si nous étions en capacité... Novici qu'on donne 12 500, nous avions déjà mis dans le programme qu'on donnerait 25 000 de façon permanente aux gens qui ne pourront pas travailler. On a fait les calculs pour tout cela. Est-ce que ce ne sont pas de beaux discours politiques, ça? Et après, quand vous serez élu, on ne vous verra que dans les voitures noires passer pendant que vous éclaboussez de l'eau sur les citoyens. En tout cas, nous allons je vous dis que moi, je suis un politicien qui ne ment pas. Si il n'y a que 3 personnes qui me croient, je préfère me coucher comme ça et puis je sais que je dis la vérité, il y a 3 personnes seulement derrière moi. Je ne vais pas mentir pour être populaire. Donc tout ce que nous disons, nous avons fait les calculs d'abord pour voir est-ce qu'on peut trouver cet argent-là dans le budget qu'on nous présente. On va le trouver où avant de le mettre dans le projet de société. Donc bon, j'ai beaucoup parlé, mais c'est pour dire qu'on fait un travail. Si ce que UNIR amène, c'est bon, on vote pour. Si ce n'est pas bon, on demande des amendements. Et au titre des amendements, même si vous prenez juste un député comme l'honorable Ahomey Zounou, il a fait plus de 500 propositions d'amendements aux différents textes qui sont arrivés depuis 2019. Wow. Mais on ne peut pas danser et s'apprécier comme disait le président Yadema. Donc, on travaille, mais on ne va pas venir vous dire que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi. Mais le problème aussi, quand nous les médias, nous vous sollicitons, c'est difficile de vous avoir, vous les acteurs politiques. Vous savez qu'on dit que le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien, donc nous travaillons en silence. Alors Dimas, voilà les acteurs politiques, pour une énième fois, sont allés se retrouver, ils se sont rassemblés pendant 6 mois, et sur 21, qu'ils devaient être à cette rencontre, à cette concertation, 17 seulement ont travaillé. Et à la veille, l'ANC est partie. L'ANC, en conférence de presse, dit que leurs propositions, leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Et voilà ce qui explique leur départ. Est-ce que, quelque part, ces acteurs politiques-là aussi n'ont pas essayé de plomber les autres partis politiques qui ne sont pas dans la même logique que... Non, je pense que c'est une stratégie propre à un certain nombre de partis politiques dans le pays qui consiste
à doiter les autres, c'est-à-dire à faire les choses de façon très très manichéenne, le bien ici, le mal de l'autre côté. Et quand vous vous mettez ensemble pour faire quelque chose, bon, très vite, pour pouvoir se donner une couverture de populiste, alors on se met juste à côté et on doit les autres de mauvais. Et donc c'est eux le mal et nous le bien. Et donc ça a toujours prospéré comme cela au sein d'un certain nombre de partis politiques et ça continue. Sauf que c'est une pure politique comment on dit, de complexe de gribouille qui consiste à fuir la pluie pour se jeter dans de l'eau. En se jetant dans de l'eau. C'est-à-dire que si nous prenons un certain nombre de partis politiques qui adoptent cela, c'est eux plutôt qui se gargarisent en revendiquant les fruits de ces concertations-là. Vous avez titré le 3 août dernier que l'opposition togolaise reste engluée dans ces querelles intestines. Oui. Et là-dessus, particulièrement, nous avions parlé de l'ANC qui exigeait de Mme Adjamagbo des excuses publiques parce que Adjamagbo aurait dit qu'ils étaient partis négocier leur poste de mairie auprès du Premier ministre. Et donc là-dessus, Fabre voudrait que Mme Adjamagbo Johnson lui présente ses excuses. Mais donc, ça dit que c'est une stratégie de prendre la proie pour l'ombre. Au moment où la réalité est là, on préfère s'occuper du succursale, de ce qui est accessoire. Pendant ce temps, l'acteur politique, Nathaniel Olympio, lui dit que le dialogue politique accouche d'un grand recul démocratique. Oui, Nathaniel Olympio, qu'il le dit, liberté de ce 5 août. Si vous voyez cette déclaration depuis un certain temps, c'est quelqu'un qui fait dans le populisme. Il pense que tenir de gros discours, c'est ça qui fait la politique. Alors que la politique, c'est du réalisme. On appelle ça réel politique. Donc, lui, il laisse ça de côté pour faire toujours dans le pipeau, dans le populisme. Je pense que le terrain politique est loin de là. Il y a aussi certains qui aiment cela. Se servir du micro pour asseoir un populisme improductif, alors que d'autres pensent qu'il faut aller sur le terrain, comme on le dit souvent, il faut aller sur le terrain et combattre pour ramener la victoire. Et l'UFC dit être allé sur le terrain. Pendant ce temps, la Liberté titre dans son numéro 3440 de ce 5 août que proposition de la CNAP, Faure et ses opposants choisis font du neuf avec du vieux. Je vous donne, avant que l'honorable ne parle, je vous donne date, juste avec les régionales qui vont se tenir, vous allez voir quels sont les partis politiques qui vont revendiquer les conclusions de cette rencontre-là pour pouvoir asseoir leurs réclamations. Bien. Vous verrez que ceux qui le feront sont ceux qui crient maintenant sur ceux qui ont élaboré le document. Ceux qui n'ont pas participé. Ah oui, ça a toujours été comme ça. Vous vous rappelez de la loi Bodiona sur la manifestation, les manifestations ici. Qui sont ceux qui réclament cette loi aujourd'hui? C'est ceux-là qui ont combattu l'élaboration de la loi là. C'est eux qui se réclament de ça aujourd'hui. Et il y en a beaucoup. Les acteurs politiques togolais, mais décidément. Sénat Lipui, est-ce que vous êtes des opposants choisis? Je pense que... Comme le titre de notre confrère. Vous savez, si vous êtes en train de passer et qu'un fou vous insulte, est-ce que vous allez vous aussi vous déshabiller, commencer à l'insulter pour vous mettre à son niveau? Nous avons été à des élections. Nous sommes élus. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne vont pas aux élections. Ils ont choisi de ne pas aller aux élections. Ils pensent qu'ils doivent donner des sobriquets ou des noms aux autres. C'est une façon de faire la politique pour mettre les autres mal à l'aise. Parce que justement, ils n'ont pas d'arguments intelligibles ou intelligents à faire valoir. Ils n'ont rien d'autre que les insultes. On va dire, oh, mais c'est un RPT tort. Ça, c'est toute l'argumentation, ça. Il n'y a rien à proposer. Moi, je vous ai dit que si vous nous donnez une partie de pouvoir aujourd'hui, nous allons réduire les impôts, éliminer les taxes. Mais les gens ont dit plus que cela, mais rien ne s'est passé à la fin. Oui,
Et la population Ça, continue de souffrir. C'est ceux qui racontent les choses pour faire plaisir aux gens. Nous sommes minoritaires, nous n'avons pas le pouvoir. Mais je vous disais que je ne vous mens pas. Finalement, après avoir bien réfléchi, je vous donne une copie du règlement intérieur. Vous pouvez lire l'article 3 vous-même si vous voulez, pour vous dire, quand je vous disais qu'ils n'ont pas quitté la CNAP, ce n'est pas une histoire que j'invente pour les salir. Moi, je vous dis la vérité. Est-ce qu'on peut quitter des assises à 2-3 jours de la fin et dire qu'on a quitté ces assises? Mais je pense pas. Pour la lanterne de nos auditeurs, l'article 3 dit exactement « Tout membre de la CNAP peut démissionner et perdre sa qualité de membre. La démission est adressée à la présidence de la CNAP. Il en informe la plénière qui prend acte. » Voilà. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un crie beaucoup ou crie très fort que c'est la vérité. C'est bon, le mensonge reste le mensonge, quel qu'en soit le nombre de fois qu'il est répété. Vous voulez dire que le mensonge fait beaucoup de bruit plus que la vérité? Justement. Dire aussi que c'est pas parce qu'ils sont nombreux à répéter la même chose que c'est la vérité. Hein. Ah non. On parle de beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit, ils ne vont pas aux élections, ils ne comptent que sur la presse pour faire leur popularité. Et vous verrez qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait de liberté. Même moi-même, ils m'ont indexé, ils ont écrit un article auquel j'ai pris le soin de répondre. C'est des articles commandés. Dès qu'on voit que tu commences à sortir du lot, tu peux être intéressant. Mais pourquoi vous, les acteurs politiques, vous allez commander des articles dans la presse? Bon, je ne dis je n'affirmerai pas. C'est une très bonne question. Comment vous pensez que l'article est commandé? Ah, mais c'est ça. Pourquoi c'est pas? Parce que ça vous critique que c'est commandé? Oui, mais justement, parce que vous faites ce procès à la presse souvent. Quand ça ne vous arrange pas, c'est qu'un article commandé. Quand ça vous arrange, c'est que c'est bon, la presse est professionnelle. Vous allez vite en besogne. Quand je dis que je soupçonne que c'est un article commandé, l'article n'est signé de personne, même pas d'un nom de plume. C'est juste GA. On aligne un nombre de faits sans pouvoir citer une source, un cadre. On dit un cadre anonyme. Donc on est dans le registre des lettres anonymes où je peux venir ici et dire que tu ne fais pas ton travail, envoyer ça au directeur et je ne signe rien et lui va prendre ça au sérieux. Bien. Donc c'est pour vous dire que bon, c'est une façon de faire la politique qui est que on va salir les autres et en même temps se présenter comme c'est nous qui avons la vérité et si on ne fait pas ce qu'on veut, tout ce qu'on fait n'est pas bon. Ce que vous voyez là, qu'il y a eu à la veille de la sortie, pour moi qui suis de l'UFC, c'est des habitudes, c'est les anciennes habitudes de l'ancienne maison. On participe à l'accord politique global. On va ensuite te dire, bon, viens, on va faire le gouvernement. Tu vas dire, tu viens pas. Tu participes aux négociations avec UNIR, RPT, de 2005 à 2010. Au moment où on signe, tu dis, tu viens plus, tu n'es pas dedans. Et tu cites. Alors que quand on sort les documents, on voit tes paraphes, on voit tes signatures dans tous les documents depuis 5 ans. Donc moi, quelqu'un qui est assis avec moi depuis 6 mois, on travaille. Ce qu'il a proposé, on a accepté, on a mis dans le document. Le dernier jour, il dit il n'est plus dedans. Moi, il dit seulement il veut manger 2 fois. Il a eu ce qu'il voulait et maintenant il veut aussi tirer le profit d'être un opposant radical qui ne participe à rien. Vous êtes à l'Assemblée nationale, vous votez des lois et ces lois doivent être appliquées par la justice. La justice doit veiller à l'application de ces lois-là. Mais il se fait qu'à la justice de Théviers, les lois ne sont pas bien appliquées, comme le dénonce Forum de la Semaine dans son numéro 2839 du 3 août dernier. Alors Dimas Dikodo, que se passe à Théviers, sinon à la justice de Théviers? À la justice de Théviers, ce qui se passe, c'est vraiment scandaleux. Ça heurte la conscience de tout bon Togolais. Heureusement qu'ils ne sont pas tous corrompus à la justice de Théviers. Ils ne sont pas tous corrompus, non. Mais il y a des corrompus. Il y a des qui corrompus. Sont la justice. Il y a des corrompus. Et ce n'est pas les autorités judiciaires qui vont me démentir, parce que je vous assure que juste après nos sorties, nos écrits, il y a eu des réactions au sommet de l'État, il y a eu des réactions au niveau du ministère de la Justice, il y a eu des réactions au niveau de l'inspection générale des services judiciaires, et donc jusqu'à ce que on a creusé jusqu'à découvrir un certain nombre de preuves sur ce dont nous parlons. Et vous ajoutez même que la preuve par 4 du parjure magistral du magistrat, je ne cite pas son nom. Oui. Ce magistrat particulièrement a posé des actes vraiment scandaleux. Il a
il a réclamé de l'argent pour pouvoir faire droit à ceux qui sont dans leurs droits. On leur a donné une partie de l'argent, premièrement une somme. Après, il a encore réclamé, on lui a encore donné, on lui a présenté le plan, il a choisi le lot numéro 92, il a exigé à ce qu'on vende le lot pour lui remettre de l'argent. Et vous savez, en face de l'inspecteur général des services judiciaires, vous savez ce qui a été dit aujourd'hui, celle qui a remis l'argent au juge, puisque le juge niait tout, elle a dit, il est musulman, je suis musulmane, si il nie, nous faisons l'ablution, nous frappons sur le Coran et nous verrons les résultats. Sans blague. Ah oui. Devant l'inspecteur des services judiciaires. Mais donc, ça fait longtemps que vous dénoncez toutes ces malversations, vous dénoncez un certain nombre de faux qui se passent à la justice. À la justice. Avec les litiges fonciers. Surtout, oui, avec les litiges fonciers. Vous savez ce qui se passe, c'est que il y a un certain nombre de juges qui ne veulent pas dire la vérité telle qu'elle se présente. Ils disent la vérité selon ce qu'on leur a donné. Alors, dis-moi, ce n'est pas paradoxal, c'est le pays qui forme les juges, qui les recrute, qui les forme, qui les paye, et il ne peut pas rendre service à la population. La justice doit constituer un refuge pour le justiciable, pour les citoyens. Et si c'est l'appareil judiciaire qui doit servir à broyer les pauvres, les innocents, ceux qui n'ont pas beaucoup donné, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que j'ai apprécié la réaction des autorités judiciaires pour pouvoir recadrer les choses. Alors, je voudrais que la réalisation prenne les dispositions pour que très prochainement nous puissions recevoir ici une autorité judiciaire. Ah oui, ce serait bien. Pourquoi pas l'inspecteur des services judiciaires lui-même ou son collaborateur. Mais aussi le problème est que c'est des gens, pour les faire venir, les protocoles sont tellement... C'est vrai que le juge, quand on parle de vraies grandes muettes, c'est la justice. Elle-même. Oui, les magistrats n'ont pas... Et pendant ce temps, ça profite aux brebis galeuses qui sont parmi elles. Oui, mais le problème, c'est que le pays a besoin de réformes. Et le pays a amorcé un certain nombre de réformes financées à coût de centaines de millions. Oui. Et ces réformes doivent porter des fruits. Et ces réformes sont destinées à asseoir... premièrement le vivre ensemble, à asseoir l'économie, à asseoir la justice et le droit, à asseoir le bon fonctionnement de la justice. Vous savez que avant que les affaires ne prospèrent dans un pays, il faudrait que la justice soit juste. Que la justice soit juste. C'est obligatoire. Et pendant ce temps, la population togolaise... celui qui veut investir... dans votre pays doit savoir que s'il est grugé quelque part, la justice est prête à lui venir au secours. Mais si on a peur de ce que la justice va dire, que si j'ai raison, même la justice va me broyer, ben, je ne viendrai jamais investir dans ce pays. Et c'est pour cela que j'apprécie, j'ai fouiné un tout petit peu dans la justice, j'apprécie fortement ce qui se passe au tribunal commercial. Et là, vous savez, c'est là où on jauge le niveau des affaires dans notre pays, les problématiques, les conflits liés aux affaires. Et là aussi, c'est là où le programme, par exemple, de Doing Business est très regardant. Et donc, je vous assure que les autorités politiques, en tout cas de l'exécutif, veillent à ce que le droit soit dit. Du bon boulot se fait. Du bon boulot, je vous assure. À partir de cet instant, avant que vous ne continuiez, à partir de cet instant, la réalisation dit que nous pourrons recevoir quelques auditeurs, 2, 3, je ne sais pas, mais ceux qui pourront rentrer en ligne sur les 22 22 17 76 70 46 52 92, nous allons les recevoir et vous aurez l'occasion de contribuer à cette émission ou de poser des questions à notre invité, le député qui est avec nous, ou à Dimas Dikodo, notre confrère. Vous pouvez continuer. Oui, et dire que si du bon travail se fait là-bas sous la houlette et la bienveillance des sommités de notre État, des décideurs au niveau du gouvernement, je pense que, en tout cas sous la houlette du chef de l'État, je pense que si on veille encore à tous les autres secteurs, à tous les autres points de la justice, du bon travail sera fait. Du bon travail sera fait. Je ne dis pas qu'on ne veille pas, mais je ne pense pas qu'on veille assez.
il faut... Alors, nous allons prendre avec vraiment, votre permission Célestin qui nous appelle de Kakaveli. Portez vos casques, messieurs, merci. Célestin, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Allez-y pour votre intervention, comme nous n'avons pas assez de temps. Vraiment, ma contribution est telle. Je ne vais pas parler beaucoup. Vraiment, la semaine passée, l'émission passée là. Oui. Je vous avais jeté les fleurs. Merci. C'est tout comme aujourd'hui. Vraiment, le temps que vous nous donnez là, vraiment, c'est pas beaucoup. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas. Je vais couper pour dire. Oui. Pour demander à tous les Togolais qui est en train d'écouter l'émission là, de jeter les fleurs à monsieur David Capra. Parce qu'il est à la place de la population togolaise. Parce que les questions qu'il les questions qu'il pose à ces invités là, c'est au nom de la population togolaise. Merci Célestin. Ça me plaît beaucoup. Ça, donc, franchement, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Merci. Nous aurons l'occasion de vous ouvrir l'antenne pour faire l'antenne libre un de ces jours et vous aurez l'occasion d'intervenir sur les sujets de votre choix. Justement, merci, justement. Parce que les deux sujets d'aujourd'hui là, et par rapport à l'incendie du port et les politiciens, tout ça là. Oui. Franchement, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne. Oui, tout à fait. Merci Célestin. Merci d'être compréhensif et de féliciter l'émission et l'initiative de Radio Lomé. Merci beaucoup. Merci aussi à nos invités. Il dit vrai. Merci, cher confrère. Vous faites un travail formidable. Merci, cher confrère. Merci beaucoup. Alors, pendant ce temps, un autre auditeur est en ligne. Nous le recevons rapidement. Il nous appelle de Pélégouvée. Adjali, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur l'honorable député. Bonsoir. Nous vous souhaitons bonne chance et on vous salue. Merci beaucoup, monsieur. C'est pour vous remercier, vous encourager et de tout faire en sorte que dans chaque société, il y a le pour et le contre. Donc, nous souhaiterions que vous faites en sorte dans l'Assemblée que dans notre pays, le Togo, que les partis qui se créent anarchiquement là, que ça revient au pour et le contre. Ça veut dire deux partis. Je vous remercie. Merci beaucoup. Adjale, vous nous avez appelé de Pelé. Merci pour cette contribution. Merci. Alors, le député, il a écouté. Peut-être que vous aurez à finir là-dessus, mais pour l'heure, comme Dimas avait le micro, nous allons le laisser continuer sur cette question de justice des juges qui sont recrutés et formés par l'État togolais, qui ne peut pas rendre service à l'État togolais. Est-ce que ce n'est pas grave? Oui. Parce que l'État, c'est tout le monde. Avant de prendre service, ils prêtent serment. Ils prêtent serment, justement. Pour rendre justice, pour rendre leurs décisions au nom du peuple togolais. Le juge, là, seul est assis là-bas. Il peut être juge unique ou il peut être constitué au niveau de la cour. Un auditeur en ligne, je le reçois. Auditeur en ligne, bonsoir. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur. David Tchakobera, je m'appelle. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Komla. Vous nous appelez d'où? Palimé. Allez-y rapidement, nous n'avons pas assez de temps. La question est que vous parlez de la justice de Thévier. Oui. Est-ce que la justice du Togo, quelle justice du Togo est sérieuse? Quelle justice du Togo est sérieuse? Nous avons dit que nos équipes vont prendre toutes les dispositions pour que nous puissions recevoir ici, sur ce même plateau, dans cette émission, une autorité de la justice togolaise, et vous aurez l'occasion de lui poser cette même question. Si vous n'appelez pas, moi je vais lui poser cette question pour voir quel sera l'élément de réponse qu'il va vous donner. Même les chefs cantons aussi, ils ont fait un avec les juges. Dans les questions de terrain? Sur les questions de terrain. Bien, nous reposerons le débat. Donc on met... Bon, les pauvres sont des pierres. Donc on met pied sur eux. Bien, vous voulez dire que ceux qui n'ont pas assez de ressources sont piétinés? Bien, nous reposerons le débat avec votre permission. Je vous interromps et Dimas va rapidement chuter sur cette question-là. Alors Dimas, l'auditeur qui nous appelle, comme là, qui nous appelle de Palimé, il pose un problème sérieux. Les problèmes de terrain, les juges, certains juges, je vais le dire comme cela, qui sont en combine avec certains chefs traditionnels, dit-il, et spolie
les terres aux populations. C'est ce qui arrive. Bon, mais vous avez bien fait de relativiser en disant certains juges. On ne peut pas dire que toute la justice est corrompue. La preuve, vous venez de relever du bon boulot qui se fait au niveau du tribunal commercial. Oui. Il y a des gens qui font un travail formidable, même au Conseil supérieur de la magistrature actuelle, et même au niveau de l'inspection des services judiciaires. Je vous assure que s'ils ont les dossiers de façon avérée, il est vrai qu'il y a certains qui viennent faire le procès uniquement dans la presse alors qu'ils ont perdu sur le terrain. Mais je vous assure que si vous sortez les preuves avec des informations précises, avec des preuves, je vous assure qu'ils réagissent, ils ne laissent plus passer. Donc au niveau des justices, même au niveau de la justice de Tchévidi, là, il y a des juges qui font un travail formidable là-bas. Des juges dont on reconnaît la probité morale, l'honnêteté. Ils font un travail vraiment conformément au serment qu'ils ont prêté. Donc on ne peut pas tous les mettre dans la même corbeille. Donc ça veut dire que ce juge-là dont il est question dans votre presse, ceux qui veulent le savoir peuvent aller chercher Forum de la semaine numéro 2839, donc 2839 pour avoir les détails. Et il reste un cas ou une calamité, il reste une calamité pour la justice togolaise. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas seul. Il y a d'autres aussi qui en font comme lui. Mais on ne peut pas dire que tous les juges sont corrompus. Non. Il y a des juges qui sont vraiment honnêtes, qui font leur travail leur tient à cœur et qui respectent leur serment. Je vous fais prendre cet engagement devant nos éditeurs que le jour que nous aurons à recevoir une autorité judiciaire ici, vous ferez tout pour être avec nous. Ce serait avec plaisir. On va sortir un certain nombre de dossiers. Et pouvoir, vous savez, ce qui est important, ce qui est intéressant actuellement, vous savez, avant, dans les facultés de droit de notre pays, vous allez voir que toutes les décisions, les arrêts qui sont étudiés sont des décisions venues de l'extérieur, des décisions françaises surtout. Mais actuellement, on donne jusqu'à donner toutes les décisions de nos tribunaux ici en faculté de droit. Oui, en faculté de droit. Et donc, s'il arrivait que c'est un étudiant de première année de droit qui peut voir des failles dans une décision rendue par un juge, il y a problème. Il y a vraiment problème. Merci Dimas. Quand on voit que dans le dossier, on voit qu'il y a un dossier signé. C'est-à-dire qu'il y a, comment on l'appelle, il y a un reçu de vente signé par quelqu'un qui est décédé en 88, mais qui signe le reçu de vente en 94. Il y a un problème. Quand on te relève ça, toi en tant que magistrat, tu as l'obligation d'accepter ce dossier et de remettre en cause ce que tu es en train de faire, ce que tu t'apprêtes à faire, à savoir donner le droit à celui-là. Mais ce juge ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Quand lui-même, il demande une expertise, et qu'on lui dit que l'expertise a été modifiée au sein même de la justice, il n'a pas cherché à voir celui qui a modifié l'expertise, mais il a pris en compte l'expertise, alors que celui qui a fait l'expertise a été sommé, on lui a soumis une sommation interpellative, et il a répondu que ce n'est pas ça, son expertise qui est prise en compte par le juge. Le juge doit se réviser. Mais s'il laisse tout ça de côté et il rend une décision en exigeant de l'argent auprès du justiciable, mais il a violé son serment. C'est un parjure inadmissible. Merci Dimas. C'est moi qui vous remercie, David. Monsieur le député, est-ce que vous n'allez pas tout faire pour que un jour nous puissions arriver à deux courants de partis politiques au Togo? L'auditeur a parlé du pour et du contre. Je pense que c'est une bonne chose. Nous-mêmes aussi, nous pensons que c'est une bonne chose si on peut déjà passer de 120 à une dizaine et puis ensuite se regrouper sur une base idéologique. On pourrait arriver à cela. Bon, en tout état de cause, il devait y avoir deux partis, donc je suppose que c'est le parti au pouvoir et le parti du chef de file de l'opposition. Alors, ce sera votre mot de la fin. Mot de la fin. 30 secondes, parce que là, le temps est fini. C'est quand même l'anniversaire de son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Donc, je tiens quand même à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle a un demi-siècle aujourd'hui. Ça veut dire que le vice-président est venu avec des champagnes. Alors, si en repartant, vous ne laissez pas des champagnes à mon équipe et à moi et à Radio Lomé, de la part de la Présidente de l'Assemblée nationale, vous allez payer cette dédicace. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe de réalisation, Léonie Deboué, Djobo Khaled, Ghislain Boukwezi qui est venu entre-temps remplacer Taga et Sena. Merci pour la tenue de l'antenne. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de Vision
Et la semaine prochaine va arriver d'ailleurs, très très vite. Appelez-moi David Tchakbera. À tantôt. Vision, carrefour des idées sur Radio Lomé.